C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bon, ben Claude, je vais direct à toi parce que j'ai pas d'ouverture. OK. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec Sophie Leduc, agent de projet à l'hôpital Montfort, et avec elle, il sera question d'une nouvelle désignation que l'hôpital Montfort a eue dernièrement. On va avoir plus d'informations à ce sujet. Je vais aussi m'entretenir avec l'auteur Daniel Vallée qui va nous parler de son roman 7 nuits dans la vie de Chéri, mais aussi de sa nomination au prix Trillium. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Jean-Marc Dufresne que vous allez reconnaître du Droit Famille. Et on parle du nouveau numéro du Droit Famille qui est apparu le 12 juin, donc il y a 2 jours dans ce temps-là. Et il y a des sujets qui, moi, Monsieur Dufresne, qui sont venus me chercher. Bonjour Claude Andrea. Tu sais que on le voit d'ailleurs en page couverture, notre entrevue intime ce mois-ci a été consacrée à Michel Picard. Est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer? Est-ce que c'est une personne que tu as croisée? Je l'ai jamais rencontré personnellement, mais il y a 3 ans, de cela, je l'ai rencontré comme de manière audio. On s'est parlé au téléphone et puis il m'a dit quelque chose là qui a changé ma perspective de ma vie aussi. Il a des très bons mots, ce monsieur. Oui. C'est un être absolument extraordinaire. Pour ceux qui sont moins familiers, Michel a été de nombreuses années l'animateur du téléjournal à la télé de Radio-Canada ici dans la région. Mais comme je le mentionne dans l'article, ce serait très diminutif de l'identifier seulement à ça. On sait qu'il est présentement animateur de l'émission du Retour à la maison à Unique FM à Ottawa. C'est un gars que j'admire pour avoir connu il y a plusieurs années. C'est un gars qui est tellement gentil, tellement au-devant des gens de la relève, entre autres. C'est un gars qui est rigoureux, qui a une fibre communautaire très, très, très développée. Il doit en grande partie, je pense, sa notoriété au fait que du temps où il était au téléjournal, il était de tous les événements. Il était partout, littéralement, dans la communauté, que ce soit du côté québécois ou du côté franco-ontarien. Et les gens qui le rencontrent voient à quel point c'est un gars qui est charmant. Et je peux vous dire qu'il est comme ça dans la vraie vie. Le Michel Picard que vous voyez à la télévision ou que vous entendez à la radio, il est tout aussi charmant dans la vraie vie, généreux. Il est peut-être un peu plus privé, parce que quand on est beaucoup dans le public, lorsqu'on revient dans ses chaudrons, après ça, des fois, on aime mettre une certaine distance, se retrouver, se ressourcer. C'est un gars qui aime la marche, qui aime la lecture, qui aime passer du temps avec sa conjointe Brigitte, et qui n'est pas la mère de ses enfants. On le voit dans l'article, le fait d'avoir eu une carrière très, très prenante, évidemment. Mouvementée, oui. Ça a taxé un petit peu sa vie familiale. Il a eu une première séparation. On lit, on apprend dans l'article, pour ceux qui ne le savent pas, que ça fait déjà 20 ans que sa fille ne lui a pas adressé la parole. Il y a eu un petit conflit de famille qui n'est pas résolu pour l'instant. Mais Michel, c'est tellement investi dans toutes sortes de choses que l'image qu'on veut garder de lui, c'est cette image d'un gars sincère, d'un gars absolument généreux. Il a été de plusieurs organismes communautaires, d'ailleurs, Centraide, pour ne pas le nommer. Il a reçu des prix, des médailles. Ça pourrait être un gars snob. Ça pourrait être un gars qui a une certaine aisance financière. Qui a la grosse tête, comme on le dit, là. Oui, il pourrait, mais il ne l'est pas du tout. C'est un gars, au contraire, qui est très modeste. Quand vous lui parlez, vous lui faites un compliment, tout le monde va vous dire la même chose. Faites un compliment à Michel Picard, pardon, et ce compliment-là va vous retourner. Il est comme ça, et c'est humble de nature, là. C'est pas une fausse humilité de sa part. Pourquoi le titre de cette entrevue intime-là, c'est l'antistar? Pourquoi vous l'avez appelé l'antistar?
Pour les raisons que je viens de nommer, en fait, c'est que Michel pourrait, à ce moment-ci de sa carrière, écoutez, il a rencontré les grands de ce monde, il a, comme je vous dis, une certaine aisance financière, il est indépendant, c'est un gars qui accomplit des choses professionnellement, il pourrait avoir le nez levé, il pourrait avoir le syndrome du snobisme et des choses comme ça, et ce n'est tellement pas lui. Il n'est tellement pas comme ça. Michel, c'est l'anti-star par excellence. Il ne veut pas être une star. C'est un gars qui, je dirais pas, veut travailler dans l'ombre parce que sa force, c'est d'être communicateur. Mais lorsque vous le mettez en présence de quelqu'un, il veut pas avoir le projecteur sur lui, il veut que le projecteur soit sur l'autre. Alors, dans ce sens-là, pour moi, c'est un anti-star. C'est super. Alors, en 2022, il va fêter 50 ans de carrière. J'espère qu'on pourra peut-être nous le recevoir aussi pour le célébrer. Le deuxième sujet dont on parle ce matin, c'est le dossier sur les aînés. Centenaire heureux, et j'ai apprécié ce truc, cette revue-là, cette partie du droit famille. Parce qu'on a l'impression que les gens qui sont un peu plus âgés, ils vont se briser, mais c'est pas ce qu'on lit dans cette partie de la revue. C'est tellement important ce que vous venez de souligner, Claude, c'est que on a beaucoup, à travers les médias en général, la télévision, le cinéma, Hollywood et tout ça, la perception que dépassé un certain âge, t'es fragile, t'es un objet de souci. Et c'est vrai pour une certaine portion de la population, mais faut pas oublier que de plus en plus, on atteint 100 ans. Puis pour atteindre 100 ans, faut quand même que tu aies une certaine santé. Définitivement, oui. On peut définitivement être centenaire et heureux. Dans certaines communautés asiatiques, c'est d'ailleurs fréquent. Et chez nous, étant donné qu'on a en Occident une alimentation plus industrialisée, on a peut-être un taux de pollution plus élevé, ça a été plus long avant qu'on puisse repousser l'âge du décès, mais maintenant on y est parce que on a posé la question aussi pourquoi on vit centenaire maintenant aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que la médecine a avancé beaucoup, mais il y a des choses auxquelles on pense pas. Par exemple, l'hygiène. Au Moyen Âge, on mourait jeune, mais il n'y avait pas énormément d'hygiène. Et aujourd'hui, cette hygiène-là, on l'a vu là, avec la pandémie. Durant la pandémie, où on a été obligé de vivre de façon avec des contraintes très, très serrées, l'influenza a, pour ainsi dire, complètement été éliminé. Il n'y a à peu près aucun cas d'influenza. Alors, ça veut dire que ce qu'on sait maintenant sur la prévention sert. Et nos personnes âgées aussi, il y a un troisième élément, c'est le côté psychologique. Être bien entouré. Tu souhaites personnellement vivre centenaire? Je me demande, je suis en train de réfléchir un coup là. Oui, après avoir lu le dossier, je pense que oui, si je suis bien entourée et que je mange bien, que j'ai vraiment du soutien autour de moi, je pense que je pourrais. Mon arrière-grand-mère a vécu plus de 100 ans, donc ça se peut. La clé, c'est toujours ça. Centenaire, mais dans quel état, évidemment. C'est vrai. Si la santé va, si on est solide, si on est relativement autonome, on croise des gens qui sont dans des résidences, qui ont 100, 101 ans, 102 ans, qui n'ont pas de marchette, sont encore lucides, vont très, très bien. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, si on est bien? Le bémol là-dedans, c'est que, évidemment, si vous êtes centenaire, il y a bien des chances que vous allez avoir enterré vos amis, les membres de votre famille. Ah oui, il y a ce côté-là, oui. C'est ça. Alors, le facteur isolement est encore un défi, là. C'est encore quelque chose sur lequel les intervenants en santé doivent travailler beaucoup pour bien entourer les personnes âgées qui sont qui ont tendance davantage à être seules. Mais il est possible aujourd'hui d'être centenaire et heureux. Et en grande partie, évidemment, c'est la santé physique, mais on se rend compte aussi que l'état d'esprit, cette acceptation du fait qu'on va être centenaire, y est pour beaucoup dans notre capacité de vivre centenaire et d'être heureux. Super, merci beaucoup Monsieur Dufresne. Il va nous rester juste 30 secondes, on ne pourra pas parler du dernier sujet là, mais je vais inviter les gens à se procurer le droit. Merci et puis je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup.
Alors, pour vous autres à la maison, intéressés par le nouveau numéro du droit famille, ça sera au www.ledroitfamille.com. Et puis, si vous l'avez pas encore, c'est le moment d'aller vous abonner. Alors, moi, maintenant, j'ai l'impression que notre deuxième invité est là. Daniel Vallée est là avec nous, cet auteur que j'adore. Alors, Daniel, on est là aujourd'hui pour parler de Cette nuit dans la vie de Chéri, ton dernier roman. Et on avait déjà parlé un tout petit peu, toi et moi, de ce roman-là et de comment l'idée t'est venue. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter encore une fois cette belle histoire derrière Cette nuit dans la vie de Chéri? Ça a débuté, je pense, quand j'ai écrit le livre Sous la jupe, parce que l'artiste peintre Suzon Demers m'avait invité à aller voir une exposition sur le marché, la salle de théâtre. Et puis, elle m'avait dit, regarde tes toiles. C'était des grandes toiles de, mon Dieu, je dirais 6 pieds par 3 pieds, 5 pieds par 3 pieds, vraiment des grands formats. Et il y en avait une quinzaine, je pense, puis elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire là-dessus? Fait que j'ai réfléchi beaucoup, puis j'ai finalement dit oui. Et puis, ça a été un projet qui a abouti à un beau livre qui s'appelait Sous la jupe. Ensuite, j'ai écrit un autre roman jusqu'à peu près, c'était Juré craché. Là, je suis allée voir une autre exposition de Suzon Demers qui s'intitulait La costumière costumée. Et puis, j'avais vraiment pas l'intention d'écrire un autre livre. Je venais d'en faire paraître un, puis là, je me disais non, là, je vais prendre une pause. Faire une pause. C'est ça. Mais quand, je sais pas pourquoi, c'est la folie mon père disait toujours, la folie porte pas toujours à tuer. Quand je suis revenue chez nous, j'ai allé voir sur son site internet, puis j'ai vu un tableau que je trouvais fascinant, puis je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien écrire là-dessus? Donc, j'ai commencé par écrire 4-5 pages, puis c'est assez fascinant parce que j'ai vu que j'étais en train d'écrire une intrigue, un suspense vraiment, puis j'aime beaucoup le genre, puis j'ai jamais écrit ça. Alors j'ai envoyé les 4 premières pages à Suzon, puis je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors elle m'a dit, continue, puis elle s'est mise à rigoler comme dans sa belle habitude. Fait que ça m'a encouragé beaucoup, puis elle dit, je veux savoir comment ça va finir. Ben, j'ai dit, moi aussi, je veux savoir comment ça va finir, puis la seule façon, c'est de l'écrire. C'est comme ça que ça a commencé, puis je suis allée jusqu'au bout. Mais quand on a 400 pages d'écrites, puis on dit, faut se rendre à 200, faut avoir une idée d'intrigue qui va se tenir d'un bout à l'autre, puis qui va tenir le lecteur en haleine. J'ai discuté avec une auteure il y a deux semaines ou 3 semaines, puis elle a dit quelque chose maintenant qui me fait plus encore respecter le travail des auteurs, parce qu'elle me disait en fait c'est pas vous qui décidez qu'est-ce que vous allez déposer sur les feuilles de papier, c'est les mots qui viennent à vous, c'est les personnages qui viennent à vous. J'ai trouvé ça tellement profond, et puis l'intrigue là, oui. Tu as commencé avec 4 pages, tu es rendu à plus de 100 pages, mais c'est parce que je pense que ton personnage principal ou tes personnages principaux sont venus à toi au fur et à mesure. Oh oui, on a plus, moi, j'ai plus de contrôle. C'est le personnage qui me prend en laisse, puis qui m'entraîne dans son monde, puis ça évolue, puis c'est vrai qu'on veut savoir, puis en plus, on s'attache. Puis dans ce cas-ci, comme il y avait juste 2 personnages, c'est-à-dire la costumière, la couturière, je devrais dire, et la comédienne qui était très ambitieuse, puis la couturière qui était une femme simple, qui menait une vie tranquille de tous les jours, mais qui était excellente couturière. C'est cette espèce de dualité et d'amitié qui s'est créée entre les 2 femmes qui m'intriguait moi-même. Et j'ai voulu mener l'intrigue jusqu'au bout, puis qu'il y ait un fondement là-dedans. Mais c'est vraiment ces 2 personnages-là qui m'ont entraînée. Puis j'ai voulu aussi, à travers tout ça, parce que je prétendais écrire un suspense psychologique. Et j'ai voulu entraîner le lecteur dans cette espèce de folie aussi. Je l'entraînais sur de fausses pistes, mais il fallait que les fausses pistes soient quand même crédibles, réalistes, puis je pense que ça a réussi. Je pense que
Oui, ça a réussi, ça a bien fonctionné. Et puis, je me rends compte que plus de la moitié de tes œuvres, Daniel, comprennent des œuvres artistiques. Donc, déjà, tu viens de le mentionner, tu as travaillé avec ton amie Susan Demers, l'artiste Susan Demers. Et là, je me rends compte que dans ce roman-là, Cette nuit dans la vie de Chéri, en plus de l'art visuel, en plus de ta belle écriture, tu ajoutes aussi une partie théâtrale. Parce que là, tu viens de parler de la costumière, c'est parce que c'est une costumière pour en fait, Le pour les théâtre. artistes qui font du théâtre, c'est ça. Et puis là, je me demande pourquoi c'est allé plus loin cette fois-ci. Ben, j'ai toujours aimé le théâtre. J'ai vu beaucoup de théâtre. Puis quand j'étais à l'université, je me suis beaucoup impliquée dans le théâtre. J'ai écrit, je pense, 3 ou 4 pièces de théâtre à ce moment-là. Ça fait un bout de temps quand même. Mais j'ai toujours... moi-même, ça m'a fascinée probablement parce qu'il y avait juste 2 personnages dans cette nuit. Et je trouvais que ça faisait très théâtral, les dialogues, les échanges. Puis elle, comme la comédienne, qui est un des personnages principaux, était du domaine du théâtre. Ben, ça m'a encore encouragée. Puis je me disais, peut-être qu'un jour, on pourrait faire monter une pièce avec cette nuit dans la vie de Chéri. Et moi, je te verrais bien. Et puis là, je suis juste en train de penser, quand tu as commencé, comme tu l'as mentionné, avec tes 4 pages. Tu avais juste 4 pages quand tu as commencé. Ensuite, tu es rendu à plusieurs pages avec une intrigue. Est-ce qu'à la fin d'avoir écrit tout ce roman-là, tu t'es sentie satisfaite de la chute, de la fin? Oui, beaucoup, parce que je dois dire que j'étais rendue à l'avant-dernier chapitre, puis je me disais, hey, là, t'es mal prise, ma fille, puis c'est toi qui es prise au piège, parce que je savais vraiment pas comment finir. Et puis, je pense que c'est le tableau qui est sur la page couverture qui avait l'air à s'abandonner. Alors, elle avait l'air elle-même tombée, elle avait enlevé ses souliers, puis elle était très bien mise, puis elle avait plus de souliers. Et que c'est là que j'ai pensé à une fin un peu plus tragique, mais quand même touchante, je pense. Et j'étais pas mal On va contente pas de dire. ça. Ouais, on va Non, même pas non, donner de non. détails là. Inviter les gens à aller se le procurer sur le site web des éditions David. Et avant qu'on ne termine, il faut annoncer la bonne nouvelle. Tu es lauréate, même pas. Oh, je l'ai dit lauréate. Ok, fait Non, que finaliste. ça se peut. J'envoie de bonnes ondes, Daniel. Donc là, tu es finaliste au prix Trillium et demain, officiellement, ils vont annoncer les lauréats. Oui, Moi, je c'est décide vrai. ça, comme envoyer ça dans l'univers. Comment tu te sens? Ben, je me sens gâtée parce que ben, c'est la 4e fois que je suis finaliste au prix Trillium. Puis je me dis, là, il serait temps que je gagne, me semble, là, mais c'est rien. 4 fois finaliste, c'est bien aussi. Puis je suis contente parce que quand on écrit, on est seul. On est toutes seules quand on C'est écrit. vrai, ouais, ouais. Même si j'ai des collaborateurs et tristes vraiment sympathiques, là, mais j'écris toute seule. Et puis, quand le livre paraît, on est satisfaite, mais on est quand même encore seul parce que les gens vont se le procurer, vont le lire, mais ils nous donneront pas vraiment leurs commentaires ou on n'entendra pas C'est parler, donc on va vrai, être encore seul. Tandis que c'est quand on est vrai. finaliste à un prix, on dit, bon, il y a des gens qui l'ont lu, puis je suis parmi les auteurs qu'ils ont préférés, donc je suis très flattée, puis C'est une encouragée. bonne nouvelle. Mais puis à toi aussi, j'envoie de bonnes ondes encore une fois aux autres finalistes que sûrement je connais beaucoup dedans. J'envoie aussi de bonnes ondes. Et puis moi, je vais te suivre sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que ça donne parce que c'est sorti comme ça à lauréat. Merci beaucoup, Daniel. Je te souhaite un bel été. Merci Claude de m'avoir consacré le mien Au- avant que ça sorte. C'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. De chez www.éditiondavid.com. Je suis maintenant avec Madame Sophie Leduc de l'hôpital Montfort. Et Madame Leduc, ce matin, on va parler d'une désignation de l'hôpital Montfort. Et on va expliquer déjà pour moi qui n'y comprend rien, c'est quoi une désignation? Oui, donc bonjour, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, une désignation. Donc, la désignation, c'est en fait la désignation choisir avec soin. Donc, une désignation d'une campagne nationale
qui se nomme Transfuser avec soin. Donc, qu'est-ce que c'est Transfuser avec soin? C'est vraiment, c'est une campagne de Choisir avec soin en partenariat avec les produits sanguins du Canada. Et c'est une campagne qui vise à améliorer la pratique transfusionnelle de culots globulaires chez les patients qui sont adultes, hospitalisés, mais qui ne présentent pas de saignement. OK. Donc, comment on arrive à créer une désignation, surtout celle-là, dans ce cas spécifique? Oui, donc Choisir avec soin, c'est le grand parapluie, si on veut, de toutes sortes d'améliorations qu'on voit dans le système de santé. Donc, la campagne Transfuser avec soin, c'est vraiment une campagne qui encourage les hôpitaux de tout le Canada à réduire les transfusions inappropriées et encourage les centres hospitaliers à mettre en place des interventions qui sont fondées sur les données probantes, les pratiques optimales, avec des outils de collecte de données pour mesurer les répercussions sur notre système. Donc, pour en arriver... Oui, allez-y. Petite parenthèse avant qu'on continue, juste expliquer transfusion inappropriée. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Donc, la transfusion, les directives de transfuser avec soin se fondent sur le principe que la valeur de l'hémoglobine n'est pas à elle seule un indicateur adéquat dans la prise de décision quant à la nécessité d'une transfusion. Donc, c'est ça, une transfusion inappropriée. C'est qu'il faut se baser sur plus d'un indicateur pour faire l'administration d'un produit sanguin. Alors, dans ce genre de désignation-là, comme Choisir avec soin, si je vais le dire comme ça, comme je le sens, est-ce que c'est tous les spécialistes qui se mettent ensemble et puis qui se disent, OK, on va essayer de réguler comment les transfusions sont faites dans les différents hôpitaux du Canada? Oui, exactement. Donc, chaque centre hospitalier qui veut se joindre à la campagne Transfuser avec soin, de Choisir avec soin, vont mettre en place un petit comité avec le corps médical et la pratique infirmière pour arriver à un consensus de pratique ou d'indicateurs pour diriger la pratique d'administration de produits sanguins. Donc, ça veut dire de mettre ensemble plusieurs professionnels pour qu'ils s'appuient sur les données probantes pour mettre en place des procédures pour l'hôpital. Et en ce moment, il y a combien si je peux me permettre de demander, combien d'hôpitaux, hormis l'hôpital Montfort, qui ont embarqué dans ce mouvement-là? C'est une bonne question. Je crois que ça augmente à chaque jour, mais je crois que aux dernières nouvelles, la semaine dernière, il y en avait plus d'une trentaine ou centaine qui ont approché. Oui, on augmente constamment, donc au travers du Canada. Et l'hôpital Montfort, là, on est le seul hôpital universitaire francophone en Ontario. Et on a reçu la désignation il y a 2 semaines là, déjà. Super, félicitations. Et comment ça va fonctionner pour les gens qui nous regardent et puis qui ont envie d'en savoir plus? Comment vous allez mettre ça en place? Oui, donc en fait, ça a été fait de façon pour obtenir la désignation. Il a fallu faire un processus. Donc, on a établi un consensus à l'hôpital Montfort et on a mis en place un tri prospectif des demandes de transfusion. Ça a été fait par l'équipe de technologues de laboratoire médical. Et on a évalué notre pratique. Donc, on a évalué qu'est-ce qu'on fait à Montfort, comment on le fait. Et ensuite de ça, on s'est joint avec la campagne Transfuser avec soin, qui offre une panoplie de ressources, d'outils pour les patients, mais comme pour les professionnels, pour réussir à mettre en place cette pratique-là. Et puis là, maintenant je suppose parce que ça fait 2 semaines que vous avez eu la désignation, donc vous êtes en train de travailler encore à peaufiner tout ce qui va être mis en place pour pouvoir permettre aux clients ou aux malades de pouvoir avoir les meilleurs soins, les meilleures transfusions possibles. Oui, donc en fait, pour obtenir la désignation, on doit démontrer qu'on est conforme et qu'on est aux meilleures pratiques. Donc, on est conforme à ces pratiques. Mm-hmm. Donc, à partir de maintenant, on fait du suivi. Donc, on regarde nos données de façon mensuelle pour réussir à maintenir nos indicateurs.
Alors là, jusqu'à quand vous êtes dans vos analyses avant que ce soit, je vais dire, super officiel, si je peux le dire? En fait, à ce point-ci, c'est vraiment le but, c'est de maintenir notre pratique. Donc, on a démontré avec notre consensus, nos outils, qu'on était en mesure d'avoir les indicateurs, donc l'utilisation judicieuse de l'hémoglobine et des produits sanguins. Donc, à ce point-ci, c'est vraiment de maintenir nos bons résultats, mais il y a toujours possibilité aussi de développer d'autres pratiques exemplaires comme ça. Surtout qu'on a de bons chercheurs à l'Institut du savoir Montfort. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Alors là, comment ça pourrait être utile à la communauté? En quoi ça nous concerne, nous, monsieur, madame, tout le monde? Oui, mais c'est une bonne question, ça. En fait, cette désignation-là, mais en fait, toutes les campagnes Choisir avec soin, c'est vraiment dans un effort de promouvoir la collaboration interdisciplinaire. Donc, c'est vraiment un thème qui est récurrent là, dans l'ensemble des outils de transfuser avec soin. Puis ça, c'est vraiment essentiel pour réduire le nombre de transfusions inappropriées. Donc, pour le commun des mortels, cette collaboration interdisciplinaire-là veut aussi dire avec le patient. Donc, de pouvoir améliorer la connaissance d'une utilisation appropriée des produits sanguins chez nos patients, mais également chez nos professionnels. Donc, c'est vraiment une pratique de grande envergure pour l'Ontario complet, mais la campagne là, Transfuser avec soin vise vraiment à obtenir des résultats, des bons résultats pour l'ensemble de la province. Et puis là, ma question, puisque vous parlez des patients, ça arrive souvent que les patients ne soient pas aptes à décider pour eux-mêmes. Est-ce que dans le processus de cette désignation-là, ça inclut aussi les proches aidants? Donc, dans l'analyse, avant d'administrer, c'est sûr, un produit sanguin ou un produit, un soin, un service, le patient doit donner un consentement là, libre et éclairé. Donc, ça inclut le patient dans l'optique où est-ce que la décision doit être prise par le patient ou par son proche aidant, la personne qui est nommée. Là, exactement. Au moins, ça nous rassure. Alors, est-ce que la COVID a quelque part affecté vos démarches en ce moment-là? En fait, vous savez, les produits sanguins, c'est une ressource très précieuse. Donc, c'est une ressource qui est donnée quand on se joint à une collecte de sang et qu'on donne notre sang, on fait don de celui-ci. Donc, l'utilisation des produits sanguins, c'est très, très important de le faire judicieusement pour permettre vraiment à tous les patients puis d'avoir une ressource là, qui est pas infinie. Donc, c'est vrai. Donc, ça a affecté un tout petit peu vos démarches parce qu'en ce moment-là, on sait que déjà même, c'est assez délicat, je dirais, surtout en cette période de COVID. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, certainement. Mais en fait, à cause du COVID, c'est sûr que les équipes interdisciplinaires sont très, très, très sélectives. Sont très occupées. Oui, sont très occupées. Donc, c'est sûr que d'avoir fait la collecte de données, moi, en tant qu'agent de projet pour l'hôpital, ça me permet de pouvoir mettre main à la pâte et de pouvoir aider pour que le personnel clinique puisse être aux besoins des patients, là, au chevet. Donc, la COVID a certainement affecté les ressources, donc le produit sanguin, mais en ayant eu déjà les efforts mis en place par Montfort pour faire une utilisation judicieuse, je crois que ça a quand même eu un bel impact au niveau de nos ressources à nous à l'hôpital. Merci beaucoup, Madame Leduc. Félicitations pour tous vos efforts, que ce soit à l'hôpital Montfort ou à l'Institut du savoir Montfort. Gros bravo à vous et merci. Je vais laisser les gens aller visiter le site web là parce que je sais qu'il y aura plus d'informations là-dessus. Je vous souhaite un bel été. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût des informations concernant cette nouvelle désignation de l'hôpital Montfort, ça sera au www.savoirmontfort.on.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais parler avec Monsieur Pierre Morin qui va vous inviter à participer à l'événement intitulé « Ensemble, tout va mieux ». Et à part ça, j'aurai d'autres invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. On se voit demain à 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Tellez est là pour vous écouter. Une deuxième vague mortelle de COVID-19 terrasse l'Inde. Cette éclosion submerge les services de santé partout au pays. La situation ne fait qu'empirer. Le virus se propage si rapidement que les gens meurent dans les rues. Votre soutien est essentiel, de toute urgence. Votre don à la Coalition humanitaire aujourd'hui permettra de fournir une aide d'urgence aux gens qui en ont désespérément besoin. Pour faire un don, composez le numéro à l'écran ou rendez-vous en ligne à coalitionhumanitaire.ca. La Coalition humanitaire. Ensemble, nous sauvons plus de vies. Dans la prochaine émission, on discute avec la coach virtuelle Maryse Mainville, une maman entrepreneur qui a perdu plus de 120 livres avec WW. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers.